par le fait que parallèlement à tout ce qu'on peut adapter, et vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a pendant ce temps la possibilité pour des enfants d'être pris dans des réseaux rééducatifs d'orthophonie, de psychomotricité ou de neuropsychologie qui donnent de très très bons résultats à partir du moment où c'est bien organisé et où ce n'est pas la galère. Je voulais donc dire qu'il y a un double mouvement, un mouvement palliatif qui est très très bien maintenant fourni, c'est très intéressant, et d'autre part, il y a un mouvement rééducatif qui va venir appuyer tout cela pour provoquer des évolutions chez les enfants. Et pour terminer, j'ai oublié de dire qu'on ne guérit pas de dyslexie qui n'est pas une maladie, simplement on diminue son niveau, et c'est la preuve que nous avons faite dans l'expérience qu'on a menée et qui dure encore. Merci, merci. Je passe la parole maintenant à la représentante de l'APEDIS, la présidente, qui va nous conclure cette conférence. Nous, on s'adresse à 3 publics. Essentiellement le public parent. Je vous détaillerai plus nos actions envers ce public. On s'adresse aussi aux enseignants et aux orthophonistes. Aux orthophonistes par rapport à certains outils, aux enseignants par des actions de formation, mais qui ne sont pas notre priorité. C'est pas notre but premier, mais quand il y a un projet, quand il y a une équipe qui est prête à faire quelque chose et que on est sollicité, eh bien on y répond. Alors, le premier point qu'on travaille avec les parents, c'est essentiellement l'acceptation. Dans notre vie de parents, d'enfants différents, le trouble ne devient visible que quand cet enfant entre à l'école assez souvent. Et pourtant, on a fait ce qu'il fallait. On est assez souvent des parents à peu près normaux, on les couche à la bonne heure. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit qu'ils vont à l'école et que non, ça ne fait pas comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour accepter ça? Notre rôle des permanences téléphoniques, c'est aussi de le développer. Je ne vais pas le développer ce soir, mais on voit qu'il y a des parents qui l'acceptent en 3 jours. Et puis on voit qu'il y a des parents qui mettent 10 ans à l'accepter. Et après, il va falloir accompagner, mais c'est tout ça, c'est être parent 10, c'est quoi? C'est être parent d'un enfant un tout petit peu différent, mais est-ce qu'on va être étayant ou est-ce qu'on va être polluant? C'est notre choix. On va être étayant à chaque fois qu'on va le soutenir et qu'on ne va pas le mettre au cœur du conflit. On va être polluant à chaque fois qu'on va faire un enjeu. Et que tout ce que Dani vient nous dire, qu'elle apprend dans ses classes, si demain ça vous sert à aller le revendiquer avec trop de force et à le mettre dans un conflit à l'école avec votre enfant, eh bien ce qu'on a fait ici aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vraiment très très souvent, on va changer son estime de lui. Si dans notre regard il se voit réussir, c'est déjà différent que de se voir en échec et continuellement sollicité sur ce qu'il a fait. Je suis un petit peu donneuse de leçons là-dedans, mais je sais que ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous invite à en parler avec nous sur les permanences téléphoniques. On peut vraiment faire évoluer des situations comme ça. Après, c'est vrai que notre devoir de parents, c'est d'organiser la scolarité. Donc, quel type de contrat négocier pour lui, ça va dépendre de l'intensité du trouble. Un 10 léger n'a pas forcément besoin d'accompagnement. Mais la gestion de notre angoisse passe parfois par demander des choses. Il faut apprendre à demander ferme, mais juste. Vraiment juste ce que l'on a demandé. Pas plus, mais il faut savoir demander. Donc organiser la scolarité, c'est ça. Les dossiers, c'est parfois difficile à monter. Il faut apprendre, il faut nous questionner, que ce soit nous, que ce soit d'autres associations. Bon, ma trésorière dira plutôt nous, mais je vais me faire taper sur les doigts sinon. Mais c'est vrai qu'il faut demander quel est le contenu des dossiers d'aménagement à l'examen. Il faut vraiment se poser des questions parce que c'est pas simple de monter ces dossiers. Ça change parfois de temps en temps. Il faut des bilans à telle date. Il faut vraiment le constituer comme il faut. Organiser la rééducation, c'est aussi un parcours du combattant parfois quand on en a beaucoup. On sait aujourd'hui qu'il y a des rééducations intensives qui peuvent fonctionner, qui sont... il y a eu des tests, 6 séances de rééducation par semaine, pendant 6 semaines, sur des choses basiques. Ce sont des protocoles actuellement qui ne sont donnés qu'à titre expérimental par l'hôpital. Mais on sait que ça marche, on sait qu'il y a des progrès, mais notre société n'est pas prête à l'accepter. Pourquoi je le dis? Parce que 1 ou 2 orthophonistes, pas ici, dans un autre département, ne les cherchez pas, sinon je vais encore avoir beaucoup de coups de fil demain,
commence à les mettre en place, ces protocoles. Simplement, si vous voulez, voyez proposer, les premières réactions des parents ont été de dire on se moque de nous, on nous transfère à nous une partie du travail, à les accompagner six fois en rééducation. Bon, c'est pas comme ça, c'est une partie du protocole qui est transmis à la famille avec un temps de formation. Mais si on vous les propose, il faut les accompagner parce que ça vaut vraiment le coup et ça peut changer ce que vit l'enfant. Que ce soit une rééducation comme ça ou de la rééducation de mémoire de travail, ça permet vraiment de modifier le trouble de l'enfant. Les outils, Dany a beaucoup détaillé. Les logiciels de lecture, actuellement, nous, on préfère plus mettre Balabolka que DeathSpeech ou autres qui sont plus faciles à installer. Le logiciel de lecture, c'est vraiment un outil de contournement. L'enfant, il va pouvoir se lire les consignes de son devoir, s'il a le scanner à côté ou s'il l'a sous un format Word. Il va pouvoir entendre son vocabulaire de langue étrangère, il va pouvoir lire tous les livres qui sont du domaine public, tous les auteurs décédés depuis plus de 100 ans, on trouve les livres en format Word ou PDF sur le net et on peut les faire lire avec ces outils-là. Alors certes, il faut apprendre, s'organiser, mais ça c'est du gratuit. L'Assommoir de Zola, il faut 17 heures pour l'écouter, mais pour le lire, je ne suis pas sûre qu'il en faille moins. La dictée vocale, Dany l'a cité aussi, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les 10 les plus sévères, mais ça permet vraiment de contourner le trouble de l'écrit. Cet outil a une mauvaise réputation parce qu'au début, il a été donné sans formation, donc les ergothérapeutes savent le mettre en place. Il y a aussi à certains endroits des bénévoles qui le mettent en place. Nous, on peut le faire aussi, on peut vous y aider parfois si vous avez la souplesse de nous laisser choisir le rendez-vous parce que la vie n'est pas simple. L'apprentissage, donc l'apprentissage sous forme de tableau, ça gérait bien des scolarités parfois, quand la phrase est trop longue, quand la phrase est compliquée, de le mettre sous forme de tableau, sous forme d'image mentale. Les aménagements de scolarité, ça permet aussi de changer la donne à chaque fois qu'il y en a besoin. Alors, dyslexie, handicap ou pas 2002, le travail de Philippe, d'autres, de M. Zorman ont amené à ce fameux rapport. Ça nous a mis tout de suite vers 2005. 2005, c'est une loi très ambitieuse. Il y a eu beaucoup d'adaptations à ce moment-là. On a eu beaucoup de 10 reconnus au titre du handicap. Et puis, il y a eu un appel de dossier énorme dans tous les handicaps confondus. L'inconvénient de la reconnaissance d'handicap, c'est que ça ouvre des lignes budgétaires, du droit à l'argent, du droit à EH. On ne peut pas maintenir, semble-t-il, avec les moyens financiers qu'on a actuellement, ces aides à tout le monde. Donc on est aujourd'hui dans un effet d'entonnoir. Avant, moi je connais des jeunes qui ont eu des reconnaissances de handicap pour des dyslexies simples. Aujourd'hui, dyslexie simple, elle peut être sévère, mais c'est juste ce trouble et pas d'autres troubles associés. Aujourd'hui, si on n'a qu'une dyslexie, assez souvent, il faut plutôt avoir un âge de lecture de 8 ans, et je ne sais plus si c'est 3 ou 4 mois, mais c'est de cet ordre-là. Et au-delà, il n'y a pas de reconnaissance d'handicap. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, on peut avoir des aménagements aux examens, on peut avoir un PAP, mais il n'y a pas de reconnaissance d'handicap. Donc les données sont vraiment baissées pour cette reconnaissance d'handicap. Après, si on a un autre trouble associé, c'est différent. Il faut plutôt avoir deux troubles associés, la dysorthographie ne comptant pas, et oui, puisque tout le monde est dysorthographique. Et enfin pratiquement tous les 10 sont dysorthographiques et il faut vraiment bien monter son dossier pour avoir une reconnaissance d'handicap. Moi ça me gêne pas, j'en ai eu un des miens qui a eu une étiquette handicapée, c'est pas gênant à partir du moment où on sait leur dire que le jour de l'examen ils seront peut-être appelés, les candidats handicapés venez par là, bon point, c'est tout, il faut leur apprendre à vivre les choses. Les aides... Donc, je le redis bien, ne pas avoir de reconnaissance d'handicap n'empêche pas d'avoir de l'aménagement à l'examen si le dossier est bien constitué. Ça veut dire si on a des écrits tous les ans, le fait d'avoir un PAI ou un PAP tous les ans, c'est la preuve qu'on a eu des aménagements en cours de scolarité. Et si on ne peut pas déposer cette preuve avec le dossier de demande d'aménagement à l'examen et des bilans récents, on a moins facilement le droit pour nous. Donc les aides qu'on a rencontrées, elles se mettent quand même en place relativement bien dans beaucoup d'endroits. Je trouve que dans le primaire, ça a vraiment évolué. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de faire son chemin dans le collège, dans les lycées. Quand on arrive en université,
Bon, les écoles d'ingénieurs restent un petit peu difficiles encore. Il y a des zones de résistance à certains endroits, mais quand même, ça fonctionne beaucoup plus facilement à l'université parce qu'on n'a plus besoin de faire la preuve que l'on sait écrire. Donc ces aides sont liées à certaines personnes. Il y a des secteurs où on n'arrive pas à les faire aussi. Les progrès qu'il y a eu d'aménagement, est-ce qu'ils vont mener vers... Donc ils nous mènent déjà vers des fermetures de dossiers, des dossiers handicap. Il y a une réorganisation des CLIS. Certains pensent que c'est un bien. Je ne sais pas, il faut vivre l'expérience puisqu'elle nous sera imposée de toute façon. Il semblerait qu'on n'ait pas le choix. On avait des CLIS TSL, c'était pour très peu d'enfants, c'était 12 ou 14. Il y avait une ULIS TSL. On va vers une fermeture pour regrouper par secteur. Moi, ça me fait un petit peu peur parce que c'est tout public confondu. La CLIS TSL, elle était que sur certains publics, mais bon, on verra. TSL, trouble spécifique du langage. Donc le contenu des dossiers, des recours, je ne vais pas le détailler, mais il faut savoir que ces techniques, il faut vraiment les réaliser d'une certaine façon. Demander. Alors je voulais finir en vous illustrant quelques réussites. Dans les accompagnements, un dont je suis le plus fière, c'est un CAP plomberie sanitaire. Une dyslexie non détectée, une famille qu'on a rencontrée comme ça à l'issue d'une conférence un soir et qui se demandait si le jeune n'avait finalement pas ce type de trouble. Il avait 20 ans, il n'était pas diagnostiqué, il avait fait toute sa scolarité alors je ne sais pas désigler, TEP, dans des instituts spécialisés parce qu'on pensait qu'il n'était pas bien. Et quand moi je l'ai rencontré, il passait pour la 3e fois son CAP de plomberie sanitaire et il y avait 2 épreuves qu'il n'arrivait pas à valider. 2 épreuves qu'il n'arrivait pas à valider, c'était le français et l'histoire géo. On a réussi en 3 mois à obtenir qu'il ait les bilans qui prouvaient bien son trouble, à pouvoir faire une demande d'aménagement à l'examen avec l'aide des médecins scolaires, avec l'aide du rectorat. Pour la 4e année, il a eu droit à une secrétaire. Et lui qui avait toujours 4 en histoire géo, il a pu avoir 15 et il a pu obtenir son diplôme. Et puis un 3e exemple, un master 2 informatique, une dyslexie sévère, un écrit très très défaillant. Ses outils c'était Dragon et Antidote. Un enfant, une famille qui était dans le doute permanent tous les ans, c'est est-ce qu'on a raison, est-ce qu'il faut continuer, donc les années, elles ont compté double pour lui, parce que le bac 105 ans, le DUT 103 ans, 2 ans en école d'ingénieur où il n'a pas validé. Il est repassé par une licence pro, un AM1, AM2, 27 ans, il finit ses études, mais il fait ce qu'il voulait. Ils ne feront pas tous ce qu'ils voudront, mais si on peut en approcher le plus possible, voilà. Mais à chaque fois, ça passe par des aménagements, ça passe par des dossiers.